Regard, œil avisé, prunelles aiguisées, la midinale est aux aguets. Par Pierre Jacquemin et Pablo Pillot-Vivien, tous les jours à 12h30. Bonjour Laurent Ruquier. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes maire de Saint-Denis. Avec 5 maires de la Seine-Saint-Denis, vous vous apprêtez à déposer un recours contre l'État pour rupture d'égalité. C'est une première, on va y revenir, mais d'abord un mot sur la tribune de Valérie Pécresse publiée hier dans Le Monde. Elle dit que s'agissant des banlieues, il ne faut plus avoir la main qui tremble. Elle dénonce la détresse sociale, les ghettos, parle de zones de non-droit, évoque aussi avec beaucoup d'amalgame la polygamie, le port du voile, l'excision ou les mariages forcés. Vous faites le même constat sur les quartiers populaires? Pas du tout. Il y a effectivement énormément d'amalgame qui est fait, mais bon, finalement, on voit bien de quelle famille politique est issue Madame Pécresse. Elle avait essayé de montrer qu'elle avait une vision plus sociale, ou en tout cas plus équilibrée de la réalité de nos territoires. Apparemment non, ou alors elle est dans un discours pour flatter son électorat. Il y a une chose sur laquelle je suis d'accord avec ce qui est dit, c'est qu'effectivement, dans les quartiers populaires, dans les villes populaires, l'État ne joue pas son rôle. On a un gouvernement qui continue à tourner le dos aux quartiers populaires et à ses habitants, en continuant à favoriser les plus aisés et en n'ayant finalement pas beaucoup d'ambition pour les villes populaires. Et donc, on fera le lien avec ce que vous aviez dit tout à l'heure, c'est-à-dire que l'État ne joue pas son rôle. La mission d'évaluation parlementaire a montré qu'on a un État qui y agit en Seine-Saint-Denis, pas de manière égalitaire avec l'ensemble des autres départements de la région parisienne ou du territoire français. Donc là-dessus, on peut être d'accord sur le constat. Par contre, elle va très loin elle fait des propositions très radicales. Elle propose de détruire les grands ensembles. C'est très violent pour les habitants de ces grands ensembles aussi. Mais surtout, elle ramène ça au ghetto. Il y a quelque chose d'assez extraordinaire dans ce qu'elle dit. C'est je n'aiderai pas à construire des logements sociaux, ou je n'apporterai pas d'aide à la construction de logements sociaux dans les territoires qui en ont déjà suffisamment d'après elle. Je rappelle que Saint-Denis, parce qu'elle cite Saint-Denis, on a 50% de logements sociaux. Donc moi, je continue à penser que c'est justement assez équilibré pour répondre et aux besoins de la population, notamment fragile, mais aussi être dans la diversité de logements que demandent nos habitants. Mais vous dites au contraire, il faut continuer à construire du logement. Et bien sûr, il y a des endroits où il faut continuer à construire du logement HLM. On est en train de partir sur un grand projet de rénovation urbaine à Franc-Moisin. À Franc-Moisin, il va y avoir des démolitions, donc on n'est pas du tout opposé aux démolitions quand celles-ci se justifient d'un point de vue dysfonctionnement urbain et quand celle-ci est travaillée avec les habitants. Mais si on veut pouvoir arriver à ce projet, il faut qu'on soit capable de reconstituer du logement HLM, du logement social sur le site et bien sûr amener la diversité. Le plus grand des ghettos, il est où? Et j'aimerais entendre un mot de Valérie Pécresse là-dessus, sauf qu'elle ne dit rien. C'est les maires de droite, c'est ceux qui sont dans les égoïsmes locaux et qui, eux, ne sont en rien contrariés dans le fait de ne construire aucun logement HLM, ou quand ils en construisent, c'est ce qu'on appelle les logements intermédiaires, ce pseudo-logement social qui ne répond pas à la demande des habitants. Et puis, dernier point quand même, sa tribune, elle sort 2 jours après ou 3 jours après que les 10 000 euros du mètre carré ont été franchis à Paris. À Paris et avec l'effet contagieux qu'on a sur l'ensemble de la région parisienne. Au moment où on fait le constat que cette métropole devient de plus en plus ségrégative, exclut tous ceux qui ne vivent que de leur travail. Et la réponse de Valérie Pécresse, ça va être de dire on arrête de faire du logement HLM. J'aimerais qu'elle ait une vision de la région parisienne en termes de ghetto qui soit beaucoup plus équilibrée parce qu'il faut un moment ou un autre que ses amis de droite, que son électorat accepte justement d'avoir une métropole qui est inclusive où tout le monde continue à trouver sa place. En tout cas, moi, c'est ce que je continuerai à porter pour la métropole parisienne et pour Saint-Denis. Cette image des quartiers que par Valérie Pécresse contraste avec celle évoquée dans le film de Grand Corps Malade, La vie scolaire, qui se déroule aussi à Saint-Denis. Le film est un vrai succès avec bientôt près d'1 million d'entrées. Qu'est-ce que ça dit? Qu'est-ce que ce film dit de la jeunesse des quartiers populaires, mais aussi de la communauté éducative dans ces quartiers? Ce qui est important, et je pense que c'est pour ça aussi que ce film rencontre un succès, c'est non seulement c'est forcément touchant pour le maire de Saint-Denis d'avoir un film qui se passe à Saint-Denis, c'est aussi parce que Grand Corps Malade, Fabien Marceau a fait confiance aux habitants de nos territoires, qui sont, on le voit, de formidables acteurs, pour certains professionnels, pour d'autres qui ne le sont pas du tout. Et puis surtout, c'est montrer, là aussi, la réalité beaucoup plus complexe, beaucoup plus fine de la réalité de nos quartiers, avec des vrais problèmes de décrochage scolaire, et le film ne masque en rien le fait qu'on a effectivement des problèmes profonds de décrochage scolaire, ou des enfants qui ne croient pas beaucoup à la promesse républicaine de l'école, et à l'inverse, des enseignants, une communauté éducative, des enfants, des parents qui n'ont qu'une envie, c'est que leurs gamins, leurs enfants réussissent aussi bien ici qu'ailleurs. Et donc je trouve que justement, avec bien sûr tout ce qu'il y a, l'humour et la façon de tourner de Grand Corps Malade, mais tout ce qu'il y a justement de nuancé. Contrairement à l'inverse, on en fait le constat de la tribune de Valérie Pécresse qui n'a aucune nuance. Quand on n'est pas dans la nuance, c'est que peut-être qu'on n'a pas exactement compris ce que c'était la complexité de la région parisienne. Je l'ai dit, avec les maires de Stein, de l'île Saint-Denis, d'Aubervilliers et de Bondy, et donc Saint-Denis, vous allez déposer un recours pour rupture d'égalité. Vous accusez l'État de verser moins d'argent public pour vos communes, c'est ça? Mais c'est une réalité que les dotations globales de fonctionnement, cet argent qui est versé par l'État à l'ensemble des collectivités
pour remplir les missions que les villes font à la place de l'État, on n'a pas la même chose ici qu'ailleurs. C'est vrai aussi sur les grandes politiques régaliennes. Quand on continue à avoir moins de policiers en Seine-Saint-Denis, il y a des chiffres qui ont été donnés, un policier pour 400 habitants à Stein, alors que c'est un policier pour 300 et quelques dans le 18e arrondissement, alors que les faits de délinquance sont plus nombreux ici. Sur la justice, elle a deux vocations. Bien sûr, la vocation de punir et d'aller au bout des faits délictueux, mais elle a aussi la vocation de protéger dans toute la justice du quotidien dont on a besoin. Et c'est inadmissible qu'ici, ça prenne 4, 5, 6, 7 fois plus longtemps quand on est Seine-Saint-Denis. De la même manière que sur la délinquance, si on veut pouvoir mettre à mal les trafics de stupéfiants qui effectivement minent la promesse républicaine, est insupportable pour nos habitants, il faut qu'on ait une justice qui soit en capacité de traiter l'ensemble de ces délinquances et que par manque de magistrats ou de greffiers, il n'y ait pas une partie de ce qui est appelé gentiment la petite délinquance, enfin celle qui pour les habitants revient au même, qui ne soit pas traitée parce qu'il n'y aurait pas les mêmes moyens. Et puis surtout les moyens d'éducation et de santé. Parce que ça, c'est fondamental. Jean-Michel Blanquer dit au contraire que les moyens sont renforcés dans les quartiers. Oui, mais ça, c'est toujours... Mais pourquoi, dans ce cas-là, quand il y a des députés qui font une mission et qui montrent carte sur table que de manière objective, on n'a pas les mêmes moyens, on a toujours un ministre qui va dire « Ah ben, si vous saviez tous les efforts qu'on fait pour la Seine-Saint-Denis », c'est assez insupportable pour les élus, c'est encore plus insupportable pour les habitants d'avoir l'impression qu'on est dans une aumône ou qu'on ne traite que des pleureurs. C'est enfin objectivé qu'on n'a pas les mêmes moyens ici, on a des enseignants moins formés, des enseignants plus jeunes, avec... aucun travail fait sur la fidélisation, donc un turnover extrêmement important. On a une médecine scolaire qui est qui est indigne d'un pays comme le nôtre. On a tous les accompagnements des publics plus en difficulté, notamment dans l'éducation prioritaire, qui est loin d'être à niveau. Et j'aurais aimé que Mme Pécresse, elle parle justement de ça. Ce que s'attendent les habitants si on veut renverser ces phénomènes de violence, c'est comment l'éducation se accroît peut-être encore plus ici qu'ailleurs en Seine-Saint-Denis, encore plus à Saint-Denis que dans le reste du pays. Cette croyance, cet espoir encore que grâce à l'éducation, les enfants vont pouvoir réussir, auront toutes les cartes en main pour s'assurer de leur avenir. Et donc si on veut renvoyer un message positif à notre jeunesse, on est une ville extrêmement jeune, on est une région extrêmement jeune, on a bientôt les Jeux Olympiques et Paralympiques. Je trouve qu'il faut justement ramener un message de confiance à notre jeunesse qui est innovante, qui a envie de réussir. Et tout ça, ça passe par l'éducation. Et donc ce recours indemnitaire... C'est à la justice de trancher. Bien sûr que c'est la justice, maman. Ce que nous on demande, c'est l'égalité. On pourrait presque dire, même nos habitants sont peut-être trop résilients, ou on pourrait demander plus que l'égalité. On pourrait dire, il y a plus de besoins ici, on veut plus qu'ailleurs. Nous, on veut juste être traité à égalité, et quand on est traité à égalité, ça s'appelle la dignité, et c'est ça aussi qui permet de mettre à mal tous les phénomènes de violence, d'enfermement, qui ne sont pas acceptables quand il y a la violence qui s'en prend aux biens, aux personnes, qui est dans les trafics de stupéfiants, mais pour autant, il y a une autre violence, cette violence aussi de déclassement, cette violence de ne pas se sentir à égalité, cette violence d'avoir l'impression de compter pour du beurre. Je donne toujours ce chiffre, quand Saint-Denis prend 25 000 habitants en 15 ans, on n'a pas un seul policier supplémentaire. C'est comme si les 25 000 habitants, vous savez, comme quand on était jeune au foot, ils comptent pour du beurre. Ils sont là, mais en fait, on ne les accompagne pas les services de la police, mais c'est vrai aussi malheureusement sur les autres grands services publics, éducation, santé ou même transport. La Seine-Saint-Denis fait aussi face à la pénurie d'accueil d'hébergement d'urgence, notamment pour les migrants, les familles de migrants. Plusieurs familles syriennes, dont des enfants, ont récemment été expulsées de leur logement à Saint-Denis. Vous avez écrit aux habitants pour dénoncer aussi l'inaction de l'État. La ville de Saint-Denis ne peut rien. C'est pas qu'elle peut rien, la ville de Saint-Denis, elle est reconnue pour ses traditions d'accueil. La ville de Saint-Denis, c'est elle, par exemple, lorsqu'il y a eu des mises à l'abri sur les migrants qui sont nombreux à Porte-de-la-Chapelle ou sur la Plaine, sur l'avenue Wilson, elle est la ville qui a le plus mis à disposition de l'État pour les mises à l'abri. Entre un gymnase réquisitionné, entre un centre de vacances dans le Val d'Oise qui appartient à la ville de Saint-Denis. Donc dire que la ville de Saint-Denis ne peut rien, c'est totalement, j'allais dire, à côté de la plaque, parce qu'au contraire, on fait beaucoup. Mais après, il ne faut pas renverser les rôles. Si nous, on dit que c'est le rôle de l'État d'assurer l'hébergement, si c'est le rôle de l'État d'assurer un bon accueil des migrants, parce que le constat qu'on fait, c'est qu'il n'y a pas de politique d'accueil, ou une mauvaise politique de l'accueil. Et on ne peut pas avoir les doubles discours, faire des leçons à Salvini en Italie, et puis d'un autre côté, être pas capable de gérer la situation, de aller une petite dizaine de milliers sur une région de 11 millions d'habitants, une petite dizaine de milliers de migrants qui ne demandent qu'à vivre au moins dignement et que leur situation soit bien traitée. Et puis, le constat, je le redis, c'est pas qu'on manque d'hébergement d'urgence. La Seine-Saint-Denis est le département qui a le plus de systèmes d'urgence. Nous, Saint-Denis, on est 2 fois plus élevé que la moyenne régionale en capacité d'hébergement d'urgence. Le seul problème, c'est que les possibilités sont totalement saturées, parce qu'en partie, il y a tellement un déficit à Paris, dans les Hauts-de-Seine et dans d'autres départements, que beaucoup d'habitants de ces départements-là trouvent refuge dans les systèmes d'hébergement du département. Donc là aussi, il en va de même que je disais sur le logement HLM, le jour où la métropole,
qui a une vision, qui essaie d'avancer sur ce sujet. Mais malheureusement, les égoïsmes locaux font que c'est pas facile. Mais le jour où on aura autant d'hébergements d'urgence dans les autres départements qu'on a en Seine-Saint-Denis et notoirement à Saint-Denis, la question se posera avec beaucoup moins d'acuité. Donc moi, je serai toujours aux côtés des plus fragiles, mais ne renversons pas les rôles. La ville de Saint-Denis serait en incapacité de faire seule, et ça ne serait d'ailleurs pas rendre service aux migrants. C'est la raison pour laquelle on demande à l'État, lorsqu'il y a des enfants, et au département aussi, lorsqu'il y a des enfants, et notamment des enfants tout jeunes, d'être dans l'inconditionnalité de l'aide sociale. C'est pour moi extrêmement important. Justement, sur le cas précis de ces familles syriennes qui vivaient à Saint-Denis, des enfants sont scolarisés à Saint-Denis. Est-ce que ça nécessite pas justement des solutions d'hébergement à Saint-Denis même pour pas perturber aussi l'univers scolaire de ces enfants-là? Mais après, c'est pas qu'on n'a pas envie qu'ils soient tous hébergés à Saint-Denis. C'est nos capacités à héberger ceux comme d'autres. On est dans un grand plan de lutte contre l'habitat insalubre qui demande beaucoup d'évacuation. C'est notre capacité à pouvoir héberger tous ceux qui, effectivement, dont les enfants sont scolarisés. On a une attention plus forte par rapport à eux. Je rappelle que dans l'épisode, parce que l'épisode de la rue Raspail des Syriens, ça remonte à il y a 1 an, où des enfants voulaient être scolarisés, on les avait accompagnés dans la scolarisation et on avait évité une première évacuation. Là, ce que je dis, c'est que le principe de scolarisation, c'est un droit français, il est vrai partout. Il y a des familles qui étaient à Saint-Denis, d'autres familles qui viennent même parfois de loin, de Bretagne et tout ça, qui viennent ici à Saint-Denis en sachant qu'on est plus protecteur. Mais ces familles n'étaient pas forcément leurs enfants scolarisés ici. Donc moi, je veux pas faire la langue de bois ou faire des fausses promesses. On n'est pas en capacité d'héberger tout le monde sur Saint-Denis. Et qu'est-ce que vous répondez à ceux qui, dans votre majorité d'ailleurs, vous disent vous pouvez réquisitionner des bâtiments qui sont aujourd'hui des espaces non occupés? Mais ça se travaille. Déjà, j'aimerais bien qu'ils me disent quels espaces ils estiment non occupés, parce que des réquisitions, il y en a eu. On a un immeuble, je rappelle, à la poste 8 mai 45, la poste centrale, on a un immeuble à côté qui était un ancien foyer pour un postier qui a été réquisitionné, sur lequel là, effectivement, comme il n'y avait aucun projet, on a accompagné des familles qui sont d'ailleurs toujours, pour certaines, à l'intérieur de ce foyer. Donc la réquisition, ça peut être une arme lorsqu'il y a effectivement un bâtiment où notoirement il est connu qu'il n'y a aucun projet dessus. Mais pour l'instant, je n'ai eu aucune proposition, y compris des membres de ma majorité, pour dire quel local on pourrait réquisitionner. Et puis, moi je le redis, dans une politique qui doit rassembler l'ensemble des Dionysiennes et des Dionysiens, j'ai pas envie de mettre en opposition certaines personnes qui sont aussi à la rue, aussi en difficulté, et qui demandent elles aussi à être accompagnées, et la situation des familles syriennes qu'il faut traiter avec la plus grande attention. Mais si on lâche par rapport à l'État ici, même pour ces 15 ou 17 familles, c'est-à-dire que finalement, ne venons pas ensuite réclamer qu'il y a un vrai plan d'urgence pour la dizaine de milliers qui sont entre la porte de Clignancourt, la porte de la Chapelle, la Plaine et tout ça. Il faut qu'on tienne un vrai discours ferme par rapport à l'État, mais aussi ferme sur le principe de dire trouver des solutions d'hébergement sur l'ensemble du département. Trouvons-les sur l'ensemble du département. On ne peut pas demander à une seule ville de faire seule, sinon on ira forcément à l'échec. Et moi, j'ai pas envie qu'on échoue, parce que derrière, il y a effectivement des familles et des enfants qui sont en souffrance. Dans quelques mois, il y a les élections municipales. Vous êtes candidat à un nouveau mandat. Votre adjoint au sport est aussi sur les rangs pour la France Insoumise, ou en tout cas sur une liste citoyenne. Il y a Mathieu Hanotin pour le Parti Socialiste. On parle d'une autre liste de gauche dissidente. Qu'est-ce que vous dites? Que le meilleur gagne, ou vous ferez tout pour vous mettre d'accord sur une liste commune? Forcément la deuxième, on va tout faire pour se mettre d'accord. Enfin, je trouve qu'il y a, au moment qu'il y a des urgences tellement importantes, on voit bien que justement, avec l'ensemble de ma majorité, dont beaucoup de membres ont envie de tenter cette aventure, d'y aller séparément. On est à une croisée des chemins. Saint-Denis a des enjeux extraordinaires devant soi, à la fois des vraies opportunités, les Jeux Olympiques, Grand Paris Express, mais aussi, avec le prix de l'immobilier dont j'ai parlé tout à l'heure, des vrais risques d'éviction d'une part de la population. On a les enjeux écologiques, et c'est le discours que portent et les Insoumis, et les communistes, et nos écologistes ici à Saint-Denis depuis longtemps, que ces enjeux écologiques, si on veut aller vers une vraie transition écologique, c'est aussi comment on est accompagnant de cette écologie populaire, des plus fragiles. Je trouve qu'on a un vrai message que l'on porte depuis le début de ce mandat, mais aussi depuis bien longtemps, un vrai message d'arriver à rassembler nos habitants. Moi, j'ai pas envie de mettre en opposition les familles qui sont obligées de quitter Paris parce que c'est devenu trop cher pour y habiter et qui viennent effectivement à Saint-Denis ou en première couronne parisienne, d'opposer les habitants qui vivent notre vie depuis longtemps et qui veulent être partie prenante du destin de cette ville. Et donc moi, j'ai ce discours rassembleur, mais ce discours rassembleur, il est aussi vrai pour l'ensemble des forces politiques, pas pour des signatures d'appareils, ça les habitants, les gens n'en veulent plus, mais en tout cas pour se dire que par rapport au danger à la fois du discours Front National, de la sortie de Mme Pécresse, qui on voit bien redevient dans sa vraie famille totalement conservatrice, par rapport au discours nauséabond du Rassemblement National qui ne fait que la division, et par rapport à la République En Marche, dont on a ici un candidat qui est le représentant départemental, parce qu'eux, ils ont compris que la division de la gauche pouvait être une vraie opportunité pour eux.
Moi, j'ai pas envie que demain, Saint-Denis ait la même chose qu'à Pantin ou dans certains arrondissements parisiens, 20, 30, 40% d'augmentation de l'immobilier en 5 ans. Dans ce cas-là, on aura tous failli à défendre les plus fragiles. Et donc, ce rassemblement, cet appel à l'unité, c'est finalement l'appel que font les Dionysiens, mais faites-nous de vraies propositions, faites-nous des vraies propositions de gauche avec nous, travaillez avec nous pour des vraies propositions de gauche pour notre territoire. Parce qu'il y a Saint-Denis, mais au-delà de Saint-Denis, c'est ce qu'on est capable de montrer à l'échelle de pleine commune, à l'échelle de la région. Votre candidature, c'est un préalable ou est-ce que justement, s'il y a un nom émergé qui ferait le consensus pour un rassemblement plus large, vous pourriez renoncer? Mais je trouve que ça serait quand même une première, qu'un maire sortant qui a réussi à faire vivre une majorité, finalement, ce ne serait pas logique qu'il soit à nouveau candidat avec le même esprit de faire une majorité, voire même une majorité plus large de tous ceux qui aiment Saint-Denis, qui ont des vraies valeurs progressistes à faire avancer sur cette ville. Et puis en plus, il y a un dernier constat, c'est qu'on me montre à quel endroit la division a permis de rassembler plus. Certains de mes candidats pour l'instant adversaires, et j'espère qu'on arrivera à retravailler ensemble, disent oui, mais chacun ne touche pas forcément le même électorat et on rassemblera plus large pour un second tour. Mais où c'est qu'on a vu ça? Je prends juste cet exemple de la candidature dans l'Essonne face au successeur de Manuel Valls. Juste après la présidentielle, justement parce qu'on était tous la gauche unie pour essayer de prendre ce siège à Manuel Valls, on a failli y réussir. Un an après, en voulant être dans la division, ça a été l'échec le plus total. Les européennes, même si c'est une élection un peu différente, on ne peut pas, juste après les européennes, dire fédération populaire, ça c'est les insoumis, rassemblement le plus large possible de la gauche au niveau du PS, le Parti communiste, dire on a vocation à tous travailler ensemble, Fabien Roussel le redisait, et finalement dans nos pratiques, continuer à être chacun dans nos boutiques. Je crois vraiment que les habitants, si finalement après ils se réfugient dans l'abstention, où ils pensent que les deux solutions, c'est le Rassemblement national ou la République en marche, je trouve que la gauche, dans son ensemble, est extrêmement fautive. J'ai une dernière question, Laurent Russier. Est-ce que les municipales vont aussi être l'occasion de proposer un projet pour le Grand Paris et un projet concerté notamment avec les élus de gauche de la région et de la métropole? Il faudrait. Moi, je trouve que c'est toujours compliqué, parce que c'est vrai qu'on a déjà tellement à faire dans chacune de nos villes, à l'échelle de pleine commune, où on a un vrai projet de territoire, y compris parce que Pleine Commune est un des territoires qui a fait ce choix d'être ensemble depuis très longtemps, avec des vraies réussites, mais il faut qu'on aille beaucoup plus loin. Si demain, on ne veut pas cette métropole où, malgré la bonne volonté d'Anne Hidalgo ou de Yann Brossa au logement, on voit bien que les forces du marché, si on n'est pas unis dans une même direction, sont plus fortes finalement. Et donc, malgré les politiques où effectivement on construit du logement social, ce n'est pas suffisant pour remettre un marché de l'immobilier à l'endroit et surtout qu'ils soient en capacité de répondre aux salaires, aux revenus de nos habitants. Donc oui, je pense qu'on a sur au moins 3 enjeux besoin de travailler ensemble et notamment je demande à Paris de travailler avec nous. On ne peut pas avoir ouvert grand les portes à la banlieue en disant travaillons ensemble et puis ressentir finalement une sorte de rétrécissement et le fait de redécider un peu tout seul parce qu'on serait le centre de la région. Donc je pense que sur les enjeux d'une métropole où chacun peut continuer à y vivre et ne soit pas obligé d'être exclu. Sur les enjeux écologiques, si on veut réussir la transition écologique, il faut vraiment qu'on prenne beaucoup plus et ensemble des mesures extrêmement fortes en termes de végétalisation, de travail sur le bâti ou de la place de la voiture, et puis sur les enjeux d'emploi et d'insertion. On a la région qui propose le plus d'emplois et avec des inégalités qui font qu'on continue à avoir des poches de pauvreté et des poches de non-emploi qui sont extrêmement fortes. Et notamment là, ça interroge notre jeunesse, celle justement qui a envie de prendre toute sa place dans la région. Je pense que sur ces 3 enjeux, on a effectivement vocation à travailler main dans la main avec toutes les villes, tous les territoires de bonne volonté. Merci beaucoup Laurent Russier. Merci à vous.